Bonsoir et merci à vous tous d'être encore nombreux au rendez-vous du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité nous amène ce soir au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta réélu avec 67,17% des voix. On va évoquer le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, le président sortant du Mali, IBK, a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec 67,17% des voix au second tour contre 32,83% à l'opposant Soumaïla Cissé, annonce faite par le ministre de l'administration territoriale Mohamed Ag Erlaf. Selon ces résultats officiels complets qui devront encore être validés par la Cour constitutionnelle, IBK a obtenu 1 798 632 voix contre 879 235 voix au chef de file de l'opposition. Le taux de participation s'élève à 34,54% des voix. Mamadou Diouf, est-ce que déjà il y a eu une surprise à ces résultats? Franchement, il n'y a pas eu de surprise. Tout le monde savait que les carottes étaient déjà cuites pour Soumaïla Cissé. Quand celui qui est arrivé troisième, Cheikh Diarra, et le quatrième Diallo, ont pris la position de dire aux gens, on vous laisse voter avec votre propre conscience. Il avait déjà un gap qu'il devait rattraper. Il lui aurait été facile de pouvoir rattraper ce gap s'il avait réussi à avoir les autres candidats de son côté en créant un front. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, il faut dire que les résultats, ce n'est véritablement pas une surprise. Alors, finalement, le résultat n'est pas une surprise, mais est-ce que ce n'est pas l'abstention qui est finalement le grand vainqueur de cette élection? Mais bien sûr, c'est clair que l'abstention est vainqueur de cette élection, mais il faut se rappeler qu'au Mali, on a vu des gens qui ont été élus avec à peu près 30% du corps électoral. Le fait de ne pas atteindre 50% au niveau des élections présidentielles au Mali, depuis que le processus démocratique a commencé au début des années 90, c'est quelque chose qui est constant. Donc ici, il y a déjà une tradition où une bonne partie des Maliens ne participent pas aux élections. Et je crois que c'est là où il faut regarder plutôt la responsabilité des partis politiques, opposition comme partis au pouvoir confondus. Les gens oublient, et on l'écrit souvent dans nos textes, le rôle des partis, c'est également l'éducation citoyenne. C'est-à-dire amener les populations à savoir que voter est un acte citoyen et que voter est un acte citoyen extrêmement important. Mais souvent, ce travail n'est jamais fait. On attend la campagne électorale pour demander aux gens de voter pour tel ou pour tel autre candidat. Si on le dit à quelqu'un qui n'a pas la conscience qu'il faut voter, parfois même pendant la campagne, si la personne veut voter, elle n'avait pas pris la peine d'aller s'inscrire sur les listes électorales, elle ne peut pas participer aux élections. Le deuxième élément, je crois que le nombre de candidats du premier tour a fait que on se cherche finalement quand on veut voter en se demandant pour qui on va voter. Il est plus facile pour des populations de voir 2, 3 candidats que les candidats se présentent. Même si vous regardez la façon dont la télévision malienne a couvert la campagne, c'était compliqué de pouvoir donner la parole à tout le monde le même jour. Et ça fait que les populations, après, ne savent plus qui est là devant nous pour dire quoi. Ça participe également au fait que les gens ne sont pas très accrochés, comme si c'était un duel de façon claire entre 2 candidats dès le premier tour, et qu'au second tour, si on arrive au second tour, que les gens puissent savoir pour qui voter. Donc il y a une responsabilité des partis de façon générale dans cette éducation citoyenne que les partis doivent faire et que très souvent les partis ne font pas. Alors, est-ce qu'on se sent vraiment légitime en tant que président lorsque, à son élection, on a vu se déplacer qu'un électeur sur 3? Malheureusement, la loi accepte. Donc, légalement, comme on dit, il est président et il est en bonne et due forme. On peut dire qu'il a été mal élu parce que si on compare ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté, la majorité n'a pas voté. Mais le vote n'étant pas obligatoire, on ne peut pas également dire aux gens vous allez aller voter nécessairement. Ce qui fait que si on regarde sous cet angle, effectivement, une bonne partie des Maliens n'ont pas voté. Le problème, c'est de savoir pourquoi. Est-ce qu'ils ne trouvaient pas leur compte dans les candidats qui leur ont été proposés? Ou bien est-ce qu'ils sont dépités de la politique? Parce que parfois, c'est également ça. Les gens finissent par se dire, bon,
ils sont tous les mêmes. Quand ils sont dans l'opposition, ils ont un certain discours. Quand ils arrivent au pouvoir, ils font rarement mieux que ceux qu'ils avaient critiqués et qu'ils ont voulu remplacer. Ça fait qu'à un certain moment, vous avez des citoyens qui sont carrément dégoûtés de la politique, qui savent bien ce que veut dire un vote, mais qui se disent que ce n'est pas la peine d'aller voter parce qu'on change les personnes et on recommence avec le même système. Ça également, il faut qu'on essaye de trouver une solution pour que, quand un président est élu, qu'il soit quand même bien élu avec une partie importante de la masse électorale. Alors, finalement, dans le cas du Mali, on a un pays qui subit un peu les menaces de partition. Il y a eu plus de participation dans le sud que dans le centre et le nord du Mali. Est-ce que ça ne va pas poser de problème au président, au nouveau président? Espérons que non. S'il garde son actuel Premier ministre, Maïga avait bien compris ce jeu. On l'a vu avant les élections réussir ce qu'aucun Premier ministre n'avait réussi jusqu'à présent. En allant directement sur le terrain, y compris dans les zones chaudes, prendre contact avec les populations et rappeler à tout le monde que le Mali, c'est le Mali de tout le monde. Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a un nord, il y a un sud. Tout le monde est malien et les gens doivent savoir que le Mali est un bien commun et ils doivent le préserver. Je crois que si ce Premier ministre continue avec cette démarche, la démarche va pouvoir alléger ce que les élections ont montré comme résultat, avec un vote qu'on voit clairement d'un côté par rapport à un autre, mais ce ne lui reste pas une surprise. Dans une bonne partie de nos pays africains, c'est connu, le leader politique a un fief, soit c'est le nord, soit c'est le centre, soit c'est le sud, et souvent c'est là-bas qu'il fait le gros des voix avant d'aller compléter avec des voix au niveau d'une autre zone sur le plan géographique. Malgré que les textes disent toujours que les partis ne doivent pas avoir de caractère régional, dans la réalité, on voit clairement que jusqu'à présent, sur le plan politique, on vote avec une certaine proximité, soit sur le plan ethnique ou bien sur un autre plan. Alors, finalement, Soumaïla Cissé a annoncé même avant l'annonce des résultats qu'il n'allait pas accepter ces résultats. Il parle de fraude massive. Quel choix lui reste-t-il à présent? Mais pas grand-chose. Parce qu'il peut aller saisir, il peut introduire un recours. Il a quelques jours pour le faire, pour contester les résultats. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il l'avait fait également pour le premier tour. Mais cela n'avait pas donné de résultat. Parce que avec 67% des voix, je crains fort que même s'il y a eu fraude, je ne pense pas que c'est la fraude qui a fait les 67%. Le pourcentage pourrait être revu si on prouve. Parce qu'il y a également ce problème qui est là souvent dans nos pays africains. Celui qui a perdu dit qu'il y a eu des fraudes. Quand on lui demande de montrer ses preuves, souvent il ne le montre pas. Il dit régulièrement, j'ai moi-même les procès-verbaux des bureaux de vote. Quand je fais le cumul, j'ai gagné. Mais il faut publier ces procès-verbaux. Tout le monde sait faire de l'arithmétique en additionnant pour savoir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Maintenant, je trouve que la méthode n'est pas bonne du tout parce qu'il faut quand même qu'on respecte les règles du jeu. Avant qu'on ne publie les résultats provisoires, ils avaient déjà dit qu'ils ne vont pas accepter les résultats. Je crois qu'il faut qu'il fasse attention. C'est un homme politique, il doit faire preuve de responsabilité. Dans le Mali actuel, empêtré dans une lutte contre le terrorisme et en risque actuellement de conflit ethnique entre Peul et Dogon, entre Sonra et Arabe, je crois qu'il ne faut pas ajouter aujourd'hui un affrontement qui suit des élections, surtout si on ne présente pas aux gens des preuves de façon concrète pour montrer que les fraudes, s'il y en a eu, ont fait en sorte qu'on lui a volé sa victoire. Alors, finalement, est-ce qu'on verra Soumaïla Cissé comme en 2013, avant même l'annonce des résultats, il était allé féliciter Ibeka. Est-ce qu'on verra encore ce schéma aujourd'hui? En tout cas, c'est ce que tout le monde attend. On nous a dit, son porte-parole dit qu'il va se prononcer demain. Espérons que sa déclaration va commencer par la reconnaissance de la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta et des félicitations pour que les gens comprennent que les élections sont terminées. Il faut passer à autre chose. C'est ça qu'on attend également de quelqu'un qui a été candidat à des élections, de quelqu'un qui prétend diriger un pays, c'est d'accepter les résultats quand on a gagné comme quand on a perdu. Puisque c'est ça les élections, tous les deux ne peuvent pas gagner. Il y aura un gagnant, il y aura un perdant.
L'essentiel, c'est que les règles du jeu soient respectées et que les règles soient également acceptées. Pour le nouveau président du Mali, est-ce que les défis restent les mêmes? Ah oui, ça, les défis restent les mêmes et malheureusement, ils sont énormes. Il y a le défi sécuritaire qui est là. Tout le monde a vu, heureusement, les élections n'ont pas été trop perturbées, mais il y a eu quand même des problèmes pendant les élections. Oui. Il y a beaucoup de bureaux de vote qui n'ont pas ouvert. Donc la question de la sécurité, elle est restée entière. Il y a la question économique qui est là. Le Mali rencontre d'énormes difficultés sur le plan économique. La zone centre où il y a le plus de violence actuellement, c'est la zone agricole, c'est la zone d'élevage. Donc quand ça ne marche pas dans ces deux éléments, le Mali a des problèmes. Troisième élément, c'est les jeunes avec le chômage. Tout le monde connaît ce qu'on appelle le grain au niveau du Mali, des jeunes qui se rassemblent autour du thé pendant des heures interminables. Il faut également trouver une solution à cela. Donc il a du pain sur la planche. Et c'est le même homme qui a fait 5 ans et qui a fait face à tous ces défis et n'a pas vraiment réussi à les relever. Quels sont ces nouveaux éléments aujourd'hui? Est-ce qu'il a de nouvelles armes à faire valoir? C'est la lutte contre la corruption, parce que la chose qu'on lui a le plus reproché, c'est cela. C'est lutte contre la corruption, parce qu'une partie même de ceux qui l'avaient soutenu et qui l'ont abandonné, c'était à cause de ça. Je crois que s'il fait un effort dans le cadre de la lutte contre la corruption, si également les autres pays aident le Mali à régler cette question du terrorisme, il va pouvoir avoir des ressources pour résoudre ces problèmes. Mais si la corruption reste, si la question du terrorisme reste, le Mali déjà n'étant pas un pays économiquement très bien assis, je ne vois pas comment il va pouvoir résoudre les problèmes qu'il a en face de lui. Est-ce que Ibrahim Boubacar Keïta va pouvoir, au niveau de son gouvernement, conserver Soumaïlou Boubèye Maïga comme Premier ministre? Certainement, il va le faire. C'était son directeur de campagne. Je me dis qu'il a fait un bon travail. Généralement, on ne change pas le cheval qui gagne. Et comme j'avais dit tout à l'heure, il avait déjà commencé également un travail par rapport aux zones intérieures qui étaient très réticentes par rapport au Mali. Il est allé réussir ce que personne n'avait réussi à l'époque. En plus, Soumaïlou Boubèye Maïga n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'échiquier politique malien. Je me dis qu'il peut miser sur lui encore une fois pour que, en ce qui concerne la réunification d'un Mali qui est en train de vouloir se diviser, qu'il continue le travail qu'il était en train de faire et qu'avec son expérience sur le plan politique, qu'il comprenne également que la politique, c'est un résultat et ce résultat, les populations sont en train de l'attendre, qu'il travaille à obtenir ce résultat. Ça sera très bien pour le président, ça lui permettra de sortir par la grande porte, mais lui également, ça lui permettra éventuellement, puisque le président ne peut plus être candidat, de sortir la tête de l'eau et de prétendre être un dauphin ou un candidat. N'est-ce pas maintenant que va commencer le vrai développement pour IBK, quand on sait que généralement les présidents, quand ils sont dans leur premier mandat, ils sont plus préoccupés par le second. Et là, il est dans son second, il va entamer son second et dernier. Il pourra véritablement se concentrer sur les affaires. Oui, mais il faut qu'on refuse également cette façon d'accepter qu'un premier président passe son premier mandat à préparer son second mandat. Parce qu'en fait, on a un mandat, on doit fournir les efforts qu'il faut, présenter un bilan à la fin et laisser les populations choisir si le président va continuer ou pas. Mais malheureusement, avec la façon dont le jeu politique se fait dans une bonne partie de nos pays, le président passe le plus clair de son temps à préparer son second mandat, ou comme on le dit, on est en campagne électorale de façon permanente durant le premier mandat, parce que même les inaugurations qui devaient être des actes administratifs qui sont faits par le président de la République, on a l'impression que c'est le secrétaire général du parti qui est là. On voit plus le parti que les citoyens de façon générale, alors que quand c'est le président de la République, ça doit être les citoyens. Quand c'est le secrétaire général du parti, ça doit être les militants de son parti. Mais malheureusement, on ne voit pas ce distinguo. Est-ce qu'il va le faire? Ce n'est pas évident, parce que souvent, quand ils partent également, ils veulent mettre quelqu'un. Si c'est le cas, on se retrouve dans le même schéma. On va se mettre à préparer la personne que l'on souhaite voir candidat dans 5 ans, au point que finalement, on reste dans le même schéma. Je crois qu'il faut quitter ce schéma. Un président n'est pas élu pour qu'il travaille à être réélu. Il est élu pour qu'il travaille, qu'il présente un bilan. Et il doit être réélu sur la base de son bilan, au lieu d'être là à organiser des manigances, à acheter des gens pour pouvoir avoir un second mandat. Dans 5 ans, ce sera le tour de Cissé?
Oh, si j'étais Cissé, je ne me présenterai plus. Parce que quand même, il faut qu'on accepte aussi que quand on a essayé 2 fois, 3 fois, il faut que dans les partis également, qu'il y ait ce que l'on réclame au pouvoir de l'alternance. Il a essayé, il n'a pas pu. Il y a d'autres personnes dans le parti qu'on donne à d'autres la chance de pouvoir se présenter et de faire éventuellement mieux que ce que Soumaïla Cissé a fait jusqu'à présent. Mais ça, c'est un autre problème parce que nos partis également, tout le monde sait que souvent, ça appartient à une personne. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite et l'invité de ce soir.